Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Marie-Catherine Gagnon-Dufresne et je vous présente aujourd'hui, au nom de toute l'équipe de recherche, un projet de mobilisation des connaissances qui est une étude du partenariat de recherche Trajet-Vie SAS-Femmes sur les violences faites aux femmes autochtones qui est menée dans la communauté Mi'kmaq de Listigouge depuis 2019. Avant de commencer, je voulais prendre le temps de remercier les bailleurs de fonds principaux du projet, soit le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada pour la partie recherche du projet et le secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec pour le volet mobilisation des connaissances. Pour ce qui est de la présentation, je débuterai en présentant l'étude sur les violences qui a été menée à Listigouge. J'enchaînerai avec une présentation du projet de mobilisation des connaissances, puis je conclurai en identifiant des leçons apprises de ce projet. Je vais donc débuter en vous parlant un peu plus de l'étude qu'on a menée à Listigouge. C'est une étude qui est née de la cellule Trajectoire du partenariat de recherche et d'action Trajet-Vie qui s'appelle maintenant SAS-Femmes. Puis l'objectif de l'étude était de comprendre les trajectoires de vie, de violence et de recours d'aide des femmes autochtones de Listigouge ayant vécu des violences afin d'améliorer les services qui étaient offerts pour elles dans, mais aussi à l'extérieur de la communauté de Listigouge. C'est une étude qu'on appelait partenariale, c'est-à-dire qu'elle a été initiée par Trajet-Vie, maintenant SAS-Femmes, à l'Université de Montréal, en collaboration dès le départ avec différents partenaires. Pour le volet autochtone du projet, les partenaires principaux étaient Femmes autochtones du Québec, l'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violences conjugales et la maison d'hébergement Haven House, qui est située dans la communauté Mi'kmaq de Listigouge, dont je vais vous reparler un peu plus tard. L'approche de l'étude, c'était d'impliquer les partenaires à chacune des étapes du projet et aussi pour le volet autochtone, c'était de respecter les lignes directrices de la recherche auprès des femmes autochtones qui avaient été développées par un de nos partenaires principaux, Femmes autochtones du Québec. Notre vision, c'était donc de répondre aux besoins des partenaires, de produire des résultats de recherche qui allaient être pertinents mais aussi utiles pour nos partenaires et de soutenir leur plaidoyer pour la prévention des violences faites aux femmes et aux filles autochtones au Québec, mais aussi à travers le Canada. Je vous présente maintenant brièvement l'équipe du projet. D'abord moi-même, qui suis coordonnatrice depuis 2019, Mitchell Isaac et Sylvia Isaac, qui sont tous deux intervenants à Haven House. Mitchell, lui, travaille davantage en soutien aux hommes qui ont vécu ou perpétré des violences. Sylvia, elle, travaille en intervention auprès des femmes. Puis, il y a Sheila Swassin, qui est la directrice de Haven House et qui est aussi conseillère au sein du conseil de bande de Listigouge. Donc, pourquoi Listigouge? En fait, au tout début, l'étude, comme je mentionnais, a été initiée par Trajet-Vie SAS-Femmes à l'Université de Montréal avec différents partenaires, dont Femmes autochtones du Québec ou FAC. Puis, l'équipe de recherche s'est donc assise avec FAC pour discuter de communautés autochtones potentielles où on pouvait mener l'étude et surtout qui pouvaient bénéficier des résultats d'une telle étude. Donc, nos critères de sélection pour les communautés, c'était donc une communauté où il y avait un leadership fort pour la prévention des violences faites aux femmes et aux filles autochtones et des communautés où il y avait soit une maison d'hébergement autochtone dans la communauté ou un projet de maison d'hébergement parce qu'on prévoyait que nos résultats allaient être utiles pour les acteurs des maisons d'hébergement, autant pour soutenir le plaidoyer, soutenir les demandes de fonds supplémentaires ou tout simplement pour mieux intervenir auprès des femmes autochtones survivantes de violences. Donc, avec FAC, on a identifié la communauté de Listigouge, qui est une petite communauté qui est située dans la région de la baie des Chaleurs, en Gaspésie, comme vous pouvez voir en bas à droite, donc à la frontière avec le Nouveau-Brunswick. Puis, ensuite, on a envoyé un courriel à la maison d'hébergement Haven House. Puis, on s'est entendu pour faire une visite exploratoire qui a eu lieu pendant 2 semaines au cours de l'été 2019. Donc, où on a rencontré différents acteurs clés de la communauté, dont le chef de la communauté qui à ce moment-là était Darcy Gray, mais aussi la directrice des services sociaux de la communauté et toute l'équipe de la maison d'hébergement Haven House avec qui on a travaillé finalement, dont Sheila Swassin et Mitchell Isaac.
qui font depuis 2019, en fait, partie de l'équipe de recherche. Donc, on leur a présenté l'étude, la méthodologie et notre vision. Puis, on a accueilli leurs questions, commentaires, critiques. Puis, en fait, à ce moment-là, on était reçus avec assez de résistance. En fait, comme on sait que la recherche a souvent exploité les communautés autochtones, c'est sûr qu'il y avait un petit peu une méfiance de la part des acteurs de la communauté parce que, l'équipe de recherche était formée majoritairement de personnes allochtones, puis on se connaissait pas à ce moment-là, puis c'était pas trop clair qu'est-ce que la recherche allait amener, en fait, à la communauté. Donc, les différents acteurs qu'on a rencontrés avaient des demandes très claires, soit de renforcer les capacités d'acteurs locaux, notamment en les formant en recherche pour que, une fois le projet terminé, il ou elle puisse mener des projets de recherche qui bénéficient à la communauté directement. Aussi, il y avait la demande que cette recherche soit mutuellement bénéfique. Donc, ils voulaient qu'on communique très clairement en quoi l'étude pouvait en fait apporter quelque chose à la communauté. Puis, c'était aussi très important pour eux qu'on retourne les résultats à la communauté. Et bien entendu, après ces demandes, l'équipe de recherche a dit « Oui, parfait, on va faire un plan ». Donc, c'est à ça qu'a servi en fait la deuxième semaine de la visite exploratoire. C'est à ce moment-là qu'on s'est vraiment assis puis qu'on a repensé en fait l'étude au complet. Donc, je vais vous parler ici un peu plus du processus de collecte et d'analyse de données, incluant l'adaptation de la méthodologie. Donc, comme j'ai mentionné dans la diapositive précédente, c'est devenu très clair en discutant avec les partenaires de Haven House qu'on devait adapter la méthodologie de l'étude à la réalité de l'Istigouge. Donc, pour faire suite à la demande du chef de renforcer les capacités des acteurs locaux, on a décidé de former les intervenantes de la maison, intervenantes de la maison d'hébergement Haven House. Quant à la recherche qualitative, autant pour ce qui est du développement de formulaires de consentement, de guides d'entrevue, la collecte de données, l'analyse de données et bien sûr l'éthique de la recherche. Donc, on les a formés pour qu'ils mènent les entrevues avec nous. On a aussi opté pour des entrevues individuelles plutôt que pour des groupes de discussion, par exemple, parce qu'à l'Istigouge, ça paraissait impossible ou pas souhaitable, en fait, que les femmes de la communauté discutent des violences qu'elles avaient vécues en groupe, en fait. Donc, on a préféré les entrevues individuelles. Puis, on a aussi opté pour l'utilisation du calendrier de vie qui avait déjà été discuté au début quand on avait des discussions avec Femmes autochtones du Québec avant même d'avoir identifié l'Istigouge. On avait abandonné l'idée, puis là, en discutant avec les partenaires de Haven House, on a ramené cette idée d'utiliser en fait le calendrier de vie pour les entrevues. Et le calendrier de vie, ce que c'était en fait un carton avec 3 lignes du temps, donc en haut, la ligne de vie, au milieu, la ligne des violences et en bas, la ligne de recours d'aide. Donc, les participantes avaient l'opportunité, pendant l'entrevue, de, en fait, parler de leur vie, puis on allait placer les différents éléments de leur récit sur ces lignes de temps-là et on voyait comment, en fait, les violences et le recours d'aide se chevauchaient dans leur vie, puis comment ils interagissaient avec les événements marquants dans leur vie. On a aussi décidé avec Haven House d'inclure les hommes, en fait d'inviter les hommes et les personnes bispirituelles à participer parce que dans la communauté, il y avait une reconnaissance que les discussions entourant les violences devaient inclure toute la communauté. Donc, plutôt que de cibler seulement les femmes pour les entrevues, on a ouvert à tous et toutes pour avoir une discussion le plus inclusive possible dans une perspective de guérison de la communauté. Puis, on a aussi choisi d'intégrer des cérémonies Mi'kmaq. Donc, une cérémonie de fumigation avant et après les entrevues
pour les participantes. Puis il y avait aussi une aînée, Mingma, qui était présente à tout moment, là, du début à la fin des entrevues, pas dans la salle, mais dans la maison d'hébergement au besoin. Donc, si la personne avait besoin de parler ou prendre une pause pour parler à l'aîné pendant les entrevues. Donc, pour ce qui est de la collecte de données, au total, on a mené 10 entrevues avec 9 femmes et un homme. Les entrevues ont duré entre 52 minutes et 3h24 minutes. Donc, on voit que c'était assez long. Puis, on a établi un filet de sécurité pour toutes les participantes avant, pendant et après les entrevues, c'est-à-dire que des intervenants locaux étaient là, donc dès le recrutement, pendant l'entrevue ou après, si les participants avaient besoin de soutien. Puis on a fait un suivi une semaine après les entrevues avec tous les participants pour s'assurer de leur bien-être puis pour voir s'ils avaient besoin de soutien ou de ressources supplémentaires. Puis, pour ce qui est de l'analyse de données, donc, on se rappelle, la collecte de données a eu lieu au mois d'août 2019. En fait, pendant l'automne 2019, on a transcrit les entrevues, validé les transcriptions, puis l'analyse de données était prévue pour janvier 2 et février 2020 environ. Et là, la COVID-19 est arrivée. Donc, on s'est questionné à ce moment-là, bien qu'il s'agissait d'une étude partenariale, on s'est questionné sur l'équilibre entre participation et fardeau. Donc, on savait qu'à ce moment-là, les partenaires de Femmes autochtones du Québec, de Haven House, de l'Alliance des maisons d'hébergement avaient beaucoup de choses à faire, avaient d'autres priorités. Donc, on a pris la décision en équipe que j'allais moi-même faire l'analyse thématique dans NVivo. Toutefois, que les thèmes allaient être choisis avec les partenaires. Donc, c'était vraiment un processus itératif pour valider l'analyse. Donc, même si les partenaires n'ont pas été impliqués directement dans l'analyse thématique dans NVivo, on avait régulièrement des rencontres pour que je leur fasse part des avancements, pour voir s'il y avait des thèmes qu'ils souhaitaient explorer davantage. Donc, on a quand même eu une analyse de données collaborative, même si on était à distance, même si on était pendant une pandémie. C'est pas idéal, mais c'était un choix d'équipe. Donc, c'est ça. Maintenant, je vais vous présenter brièvement les résultats de l'étude, donc issus de l'analyse thématique des données des entrevues. Donc, il y a 3 thèmes principaux. Le premier cible principalement les violences interpersonnelles, le second, les violences structurelles, et le troisième thème cible les stratégies pour se sortir des violences. Pour ce qui est du premier thème, donc, ce qui ressortait des entrevues, c'était que les violences interpersonnelles étaient perçues de façon relationnelle, c'est-à-dire que les participantes percevaient pas leur expérience de violence comme étant isolée, mais bien comme étant reliée à leur communauté, à leurs parents, aux autres membres de leur famille, à leurs conjoints, à leurs enfants, par exemple. Si je peux donner des exemples plus concrets, donc, d'une part, quand les participants nous parlaient de violences familiales qui avaient été vécues dans l'enfance, elles reliaient leur expérience au traumatisme intergénérationnel qui avait été vécu par leurs parents ou leurs grands-parents, notamment en lien avec les violences coloniales des pensionnats autochtones. Donc, on voyait qu'elles expliquaient souvent les violences familiales vécues par les expériences de violence qu'avaient vécues leurs parents et leurs grands-parents, comme si c'était un cycle de violence qui se répétait. Pour ce qui est maintenant des violences conjugales, on voyait que les participantes qui étaient des femmes reliaient leur expérience de violence conjugale à leur rôle au sein de leur famille, donc comme conjointe, comme mère. Si je peux expliquer ça davantage, en fait, c'est que parfois, les conjoints utilisaient le rôle de la femme pour les isoler, pour les manipuler, pour les garder à l'intérieur de la maison. Donc, par exemple, en disant « tu te dois de t'occuper des enfants, tu te dois de cuisiner, de faire le ménage ». Donc, c'était une stratégie de contrôle pour les conjoints. D'autre part, les femmes expliquaient souvent le fait qu'elles étaient restées dans des relations violentes par
leur désir de protéger leurs enfants, donc par la peur qu'il arrive quelque chose à leurs enfants si elles quittaient une relation violente. Maintenant, pour ce qui est du deuxième thème, donc, c'était que ce qui est ressorti des entrevues, c'était que les violences structurelles agissaient comme des barrières au recours d'aide. Par exemple, souvent, les femmes décidaient de ne pas recourir aux services gouvernementaux, par exemple, services psychosociaux, services judiciaires, en raison d'expériences négatives passées, de discrimination ou d'avoir été stéréotypée comme femme autochtone, par exemple. Donc, souvent, c'était un frein au recours d'aide par rapport aux violences vécues, donc cette peur d'être discriminée encore une fois. Puis, pour les femmes qui ont décidé de recourir à des services gouvernementaux, par exemple, souvent, elles mentionnaient se sentir non reconnues comme victimes autochtones de violence, comme si ce qu'elles avaient vécu n'était pas vrai ou n'était pas important. Donc ça a ressorti beaucoup là, dans les entrevues. Pour ce qui est du troisième thème maintenant, donc, ce qui est vraiment ressorti, c'est que les femmes n'étaient pas passives, mais bien qu'elles se soulevaient pour dénoncer et se sortir des violences vécues. Notamment, plusieurs femmes décidaient d'entreprendre un processus judiciaire pour, pour faire reconnaître les violences conjugales, sexuelles ou familiales vécues, mais souvent avec l'aide d'alliés de la communauté. Donc souvent, il y avait des intervenants, des policières de la communauté qui accompagnaient les femmes en cours et ça, c'était vraiment vu comme un levier à leur recours d'aide d'avoir ce soutien pour naviguer le système judiciaire là, québécois. Sinon, il y avait aussi plusieurs femmes, en raison de cette peur d'être discriminées, qui décidaient de chercher du soutien de ressources non gouvernementales, par exemple des maisons d'hébergement, des ressources communautaires autochtones à l'extérieur de la communauté ou des centres de réhabilitation en dépendance, par exemple. Puis ça aussi, c'était assez positif là, dans le recours d'aide. Sinon, la plupart des participantes s'entendaient pour dire que le sentiment de lâcher prise, de guérison, avait beaucoup été fait grâce à la culture Mi'kmaq, donc par les interventions qui utilisaient la culture Mi'kmaq, par exemple, qui étaient vraiment clés à leur sentiment de guérison pour elles, pour leur famille, pour leur communauté. Maintenant, je vous parle du projet de mobilisation des connaissances, donc qui a permis de passer des données à l'action. Comme j'avais mentionné au tout début, on avait reçu la demande de la communauté de retourner les résultats à la communauté de Listigouche, donc c'était vraiment important pour nous de le faire, notamment pour soutenir le plaidoyer de Haven House quant à la prévention des violences faites aux femmes et aux filles à Listigouche, pour partager les résultats avec différents acteurs, actrices de la communauté pour qu'ils ou elles soient au courant des résultats et puissent les utiliser pour améliorer leurs services, mais aussi pour informer l'intervention auprès des victimes de violences dans la communauté. Donc, après l'analyse de données, le premier volet du projet de mobilisation des connaissances, c'était l'organisation d'ateliers avec différents acteurs de la communauté. Et le deuxième volet, c'était après les ateliers, on prenait les informations qui étaient ressorties, non seulement des résultats, mais des ateliers, pour créer ou adapter un outil d'intervention. Puis, je vous détaille ces deux volets dans quelques instants. Comme je mentionnais, le premier volet, c'était l'organisation d'ateliers pour discuter des résultats avec différents acteurs de la communauté. Donc, au mois d'octobre 2022, on a organisé 6 ateliers pour présenter les résultats de l'étude et discuter des principales barrières à la lutte contre les violences faites aux femmes dans la communauté, mais aussi pour identifier les priorités d'action pour améliorer les services pour les femmes survivantes de violences à Listigouche. On a donc organisé des ateliers avec tous les départements du gouvernement Mi'kmaq de Listigouche, c'est-à-dire avec la maison d'hébergement Haven House, avec le conseil de bande, avec le département de justice réparatrice, avec les services sociaux
qui incluait les services psychosociaux, le soutien aux familles et le foyer de groupe pour jeunes dans la communauté, au service de police et finalement un atelier destiné aux membres de la communauté. Puis, donc, on a organisé ces 6 ateliers-là au mois d'octobre. J'ai colligé les résultats, les discussions issues des ateliers dans une note de politique qu'on a fait parvenir à tous les départements. Puis, en février 2023, on a organisé des ateliers communs avec tous ces départements-là pour, en fait, discuter de pistes de solutions communes, donc pas nécessairement pour chacun des départements, mais vraiment d'avoir une vision pour l'entièreté des professionnels ou des services existants à Listigouge qui agissent pour les violences. Puis, les ateliers au mois de février nous ont permis d'identifier des solutions en co-construction avec les membres de la communauté. Je vais maintenant vous résumer brièvement les discussions principales qui sont ressorties des ateliers, notamment quant aux barrières qui avaient été identifiées par les différents professionnels et intervenants qui ont participé aux ateliers. Donc, selon eux, quelles étaient les plus grandes barrières au recours d'aide pour les victimes de violences dans la communauté? La première barrière qui est ressortie, c'était les traumatismes intergénérationnels. Donc, comme j'ai mentionné dans les résultats, le fait que les victimes de violences aujourd'hui, leurs parents, leurs grands-parents ont aussi vécu des violences. Donc, le fait que les violences se répètent de génération en génération et que les gens ne sont pas nécessairement guéris, ne sont pas nécessairement prêts à parler des violences qu'elles ont vécues. Donc ça, c'était perçu comme une des principales barrières au recours d'aide pour les victimes de violences dans la communauté. Il y avait aussi le fait qu'il y avait de plus en plus de consommation d'alcool et ou de drogue qui était imbriquée dans les expériences de violence, soit au niveau des personnes qui ont perpétré ou des personnes qui ont subi les violences. Donc, souvent, quand l'alcool ou les drogues étaient impliqués, ça compliquait beaucoup le recours d'aide. Donc, les intervenants disaient qu'ils ne savaient pas trop quoi faire quand, par exemple, il y avait l'alcool ou des drogues impliquées, comment intervenir, en fait, sur cet enjeu-là et sur les violences en même temps. Les intervenants ont aussi mentionné que l'utilisation des médias sociaux, ça compliquait le recours d'aide parce que souvent les membres de la communauté utilisaient les médias sociaux pour décrier des comportements violents, pour accuser ou pour nier en fait les violences qui avaient été perpétrées. Donc ça, pour les intervenants aussi, ça venait compliquer le recours d'aide. Il y avait aussi les 2 prochains points, donc la méfiance envers les services et le non-respect de la confidentialité qui sont un peu interreliés. Donc, le fait que dans la communauté, les intervenants avaient l'impression que les gens ne faisaient pas confiance envers les services, notamment en raison du fait que dans une petite communauté comme ça, tout le monde se connaît, tout le monde est relié, donc peut-être que par exemple, l'intervenante de la maison d'hébergement est reliée avec la personne qui a perpétré les violences. Donc, les femmes n'osaient pas toujours aller chercher du soutien. Puis, justement, à cause de ces relations familiales, communautaires, il y avait une peur que leur confidentialité ne soit pas respectée par les intervenants. Ça, c'était quelque chose que tous les intervenants de tous les départements essayaient de contrer là, dans leur travail au quotidien. Une autre des barrières, c'était le travail en silo des différents services. Donc, c'est-à-dire que les services ne savaient pas nécessairement qu'est-ce que d'autres ressources offraient, puis ça nuisait à la continuité des services pour les femmes autochtones. Puis la dernière barrière, c'était que c'était souvent difficile de mobiliser la communauté face aux violences parce que, justement, il s'agissait d'un problème chronique et pas d'une crise, par exemple. Pour ce qui est maintenant des priorités d'action, ce qui est le plus ressorti, donc positif, donc qu'est-ce qui devait être fait pour mieux intervenir sur les violences, c'était notamment de faire la prévention des violences une priorité politique, donc au sein du gouvernement, au sein du conseil de bande de la communauté. Il y avait aussi un désir d'améliorer la collaboration entre les différents services
autant dans, mais aussi à l'extérieur de la communauté pour améliorer, comme je disais plus tôt, la continuité des services pour les victimes de violences. Il y avait aussi un besoin d'informer les communautés, les membres de la communauté et les professionnels des différents services sur ce qui était offert pour les victimes de violences. Il y avait un besoin de développer des formations sur les violences offertes aux différents départements et de créer une campagne de sensibilisation qui serait destinée aux membres de la communauté pour mieux prévenir et agir face aux violences. C'était donc tout pour le premier volet du projet de mobilisation des connaissances. Maintenant, je vous présente le second volet qui est l'adaptation d'un outil d'intervention, c'est-à-dire que l'objectif de l'étude dès le départ, c'était d'améliorer les services qui étaient offerts pour les femmes autochtones de Listigouge qui avaient vécu des violences. Donc, on a eu l'idée, en fait, d'adapter un outil d'intervention pour mieux répondre à leurs besoins, en fait, à partir des connaissances qu'on avait acquises grâce au projet. Donc, dès octobre 2022, on a entamé une recension des outils existants pour l'intervention auprès des femmes et des filles autochtones qui avaient vécu des violences, autant des violences familiales, conjugales, sexuelles ou tout autre type de violence. Donc, on a regardé ce qui était déjà fait. Puis, on a aussi rencontré Femmes autochtones du Québec pour voir, elles, dans leur travail avec les maisons d'hébergement autochtones à travers la province, quel genre d'outils étaient utilisés. Donc ça, c'était le travail préparatoire. Puis, en janvier 2023, on a créé un comité de travail qui allait œuvrer à l'adaptation d'un outil d'intervention. Ce comité-là était formé de 2 intervenantes de la communauté de Listigouge, d'une femme Mi'kmaq de Listigouge qui n'était pas intervenante, d'une femme autochtone d'une autre communauté au Québec, donc c'est une femme Kanien'kehá:ka de la communauté de Kahnawake, puis de 2 étudiantes, donc moi-même et ma collègue Ophélie, qui sommes davantage là pour coordonner puis faire avancer le travail entre les réunions, mais c'est pas nous qui menons les discussions, là, on veut vraiment que ce soit la voix des acteurs, partenaires autochtones qui ressortent de ces rencontres-là. Donc, on organise des rencontres mensuelles dans le but de créer un outil qui va refléter non seulement les résultats de l'étude, mais aussi toutes les discussions qu'on a eues avec les intervenants grâce aux ateliers. Puis aussi, on veut que l'outil tienne compte des différentes barrières au recours d'aide qui avaient été identifiées, mais aussi des différentes ressources qui sont disponibles à Listigouge et autour de la communauté pour les victimes de violences. Donc, en ce moment, notre idée principale, en fait, c'est de créer un guide pour la création d'un comité d'intervention qui serait interdépartemental pour intervenir sur les violences. C'est-à-dire que, comme la plupart des intervenants nous disaient qu'ils travaillaient en silo, on a essayé de créer un outil qui brisait ces silos, donc qui allait avoir des intervenants de différents départements, donc de la police, de la justice réparatrice, de Haven House, des services sociaux, pour assurer une continuité de service pour les victimes de violences dans la communauté et à suivre pour ce volet du projet. En guise de conclusion, je vous présente quelques leçons apprises de ce projet qui, on croit, sont aussi ses plus grandes contributions à l'avancée des connaissances en recherche partenariale. On a identifié 4 leçons principales de ce projet. Premièrement, l'importance de prendre le temps. Donc, c'est un projet qui dure depuis 2019, puis ça nous a permis de créer des relations de confiance avec les partenaires et une collaboration qui, on est certaine, va aller bien au-delà de ce projet-là. Deuxièmement, la valorisation du savoir expérientiel. Donc, pour nous, c'était crucial depuis le début de mettre de l'avant les connaissances des partenaires des milieux de pratique à chacune des étapes du projet pour que le projet réponde vraiment à leurs besoins puis soit à leur image. Troisièmement, l'équilibre entre participation et fardeau. On a appris que, en fait, en travaillant avec différents partenaires, chaque partenaire a une charge de travail énorme, a beaucoup de responsabilités. Donc, c'est correct de s'entendre sur une contribution équitable et qui est adéquate pour tous. Puis, quatrièmement, la possibilité de produire des résultats de recherche utiles. Donc, on a vu qu'en décloisonnant la recherche, puis en s'intéressant à quels sont les besoins des partenaires, on peut vraiment créer des recherches appliquées dont les résultats vont
à être utilisés par les partenaires sur le terrain pour faire avancer les pratiques pour les victimes autochtones de violences. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me poser vos questions et à me partager vos commentaires plus tard pendant la période de discussion.